Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de podcast du comité de réanimation de la SFAR, Société française d'anesthésie-réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la SFAR pour aborder des sujets d'actualité en réanimation. Nous recevons aujourd'hui le docteur Jordi Miatello, qui travaille en réanimation pédiatrique au KB à Paris pour nous parler du purpura fulminans. Docteur Miatello, je vous remercie de votre présence et de votre participation à ce podcast. Et pour entrer dans le vif du sujet du purpura fulminans, première question, est-ce que vous pouvez nous donner la définition du purpura fulminans et les grandes lignes épidémiologiques ? Bonjour, merci à la SFAR de me permettre de vous parler du purpura fulminans. Comme vous l'avez dit, je travaille en réanimation pédiatrique, donc je vais plutôt vous parler de l'enfant que je connais mieux en pratique. Alors le purpura fulminans est défini classiquement, on va dire, par un état de choc septique associé à une éruption purpurique, qu'elle soit échymotique ou nécrotique, dans lequel généralement on retrouve des lésions, en tout cas on les recherche, au moins une supérieure à 3 mm. C'est vraiment l'archétype typique de l'urgence infectieuse absolue au vu de cet état de choc, et l'administration de l'antibiothérapie est évidemment une priorité, on en reparlera. Cette pathologie touche l'adulte jeune ou le jeune enfant, en gros moins de 34 ans, sans comorbidité. C'est pour ça qu'il touche aussi la pédiatrie. Dans cette population pédiatrique, la majorité des purpura fulminans se présentent chez l'enfant de moins de 2 ans. Et en gros, c'est 35% des patients en dessous de 15 ans qui sont concernés par cette pathologie. C'est une maladie rare, infectieuse rare, qui est principalement liée à une infection invasive à méningocoque qu'on retrouve dans 60% des cas. Derrière vient le pneumocoque qu'on retrouve, lui, dans 25% des cas, et plus particulièrement chez des patients aspléniques ou hypospléniques, comme le patient drépanocytaire. Dans la population des méningococcémies, le sérotype présent, puisque on sait tous qu'il y a plus d'une dizaine de sérotypes décrits actuellement, il varie en fonction de l'âge, et chez les enfants, et notamment les moins d'1 an, le sérotype B est prédominant dans quasiment 80% des infections à méningocoque, des méningococcémies invasives, et on parlera peut-être de la vaccination B à la fin de la présentation. Merci beaucoup pour votre réponse. Vous avez parlé un petit peu des lésions cutanées. Est-ce que vous pouvez nous décrire en détail comment faire le diagnostic du purpura fulminans ? Le diagnostic du purpura fulminans est pas facile à la phase initiale, puisqu'il faut s'acharner à rechercher ces lésions nécrotiques ou échymotiques. Elle doit du coup, par définition, nécessiter un examen clinique du patient complètement déshabillé. Alors en pédiatrie, c'est fait assez facilement. Chez tout patient avec une fièvre, on va dire mal tolérée, importante, il faut déshabiller le malade, et je pense, en tout cas de mémoire de formation d'interne, on faisait pareil chez l'adulte, on cherchait ces lésions purpuriques au niveau du corps. Je pense que je peux déjà vous préciser maintenant que le purpura fulminans, il ressemble quand même, ça reste un choc septique, et qu'il faut quand même se méfier de l'acharnement, et notamment pédiatrique, du fait de la formation qu'on reçoit lorsqu'on fait de la pédiatrie, à chercher ces lésions purpuriques, alors qu'on peut très bien être devant un choc septique qui n'a pas forcément de lésions purpuriques, et qu'il va falloir traiter le plus vite possible, comme le purpura fulminans. Vous avez parlé du choc septique. Est-ce que la prise en charge du purpura fulminans est celle d'un choc septique ? Et est-ce que vous pouvez nous détailler encore une fois vraiment les spécificités de la prise en charge du purpura ? Probablement, finalement, les spécificités, en tout cas du point de vue de beaucoup de réanimateurs pédiatres en France et en Europe, elles sont finalement quasiment inexistantes. L'urgence reste évidemment l'antibiothérapie précoce, à large spectre, une céphalosporine de 3e génération qu'on préfère injecter par voie intraveineuse plutôt qu'intramusculaire. 2 molécules sont proposées, le céfotaxime ou le ceftriaxone. Dans ces 2 cas, vraiment, l'administration doit être faite immédiatement, et le bilan biologique ou bactériologique ne doit absolument pas faire retarder cette administration. Puisque quoi qu'il arrive, on retrouvera la bactérie concernée, que ça soit au niveau des hémocultures et encore mieux au niveau des biopsies cutanées,
et qui ont une rentabilité excellente, même jusqu'à 72 heures après l'administration de l'antibiothérapie. C'est 100% sur les biopsies nécrotiques, notamment avec des techniques de biologie moléculaire comme la PCR, et même sur de la bactério standard avec des cultures qui vont permettre d'avoir la bactérie et l'antibiogramme et les CMI, notamment pour le traitement de relais par l'amoxicilline. Donc le message important, c'est en effet rechercher les lésions, traiter rapidement, et ensuite la prise en charge, on va dire symptomatique, ça reste celle du choc septique, et il suffit de suivre les recommandations internationales, que ce soit celles qui existent en pédiatrie et qui sont disponibles dans la Surveillance Sepsis Campaign pédiatrique qui vient d'être mise à jour il y a 2-3 ans, ou chez l'adulte un peu plus anciennement. Donc rien de particulier, du remplissage, du lactate, de la noradrée très rapidement, de l'évaluation hémodynamique, mais rien de particulier pour le purpura. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant du pronostic du purpura fulminans et est-ce que ces dernières années, il y a eu des avancées qui ont permis d'améliorer ce pronostic ? Alors, le pronostic, il est sombre chez l'adulte, puisque un patient quasiment sur 2 qui rentre en réanimation, je pense que ça doit être autour de 40-45% va décéder de cette infection sévère. En pédiatrie, c'est un petit peu mieux. Dans les séries, c'est entre 15 et 30% de mortalité en réanimation. C'est une pathologie rare, donc c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de patients, mais en tout cas, la mortalité est très importante. Cette pathologie est aussi on va dire compliquée du fait de l'atteinte de la morbidité et notamment des lésions fonctionnelles et d'amputation sur ces atteintes nécrotiques des membres. Chez l'adulte, c'est bien connu et bien décrit, avec des séries d'ailleurs de suivi assez récentes au long cours chez des patients qui ont été amputés. Je crois que de mémoire, en sortie de réanimation adulte, on a quasiment un patient sur 3 survivant qui est amputé, et chez ces patients-là, on a quasiment le nombre médian de 3 membres qui y passent. Donc, c'est de l'appareillage, c'est de la médecine physique des réadaptations, mais sur des séries françaises, on retrouve des patients qui finalement ont certes un impact physique important au quotidien, mais finalement sur tout ce qui est, on va dire, santé mentale, et on est plutôt sur des résultats qui sont très très réconfortant. On n'a pas ces données en pédiatrie, on ne sait pas du tout ça, on n'a pas de suivi, on n'a pas fait en tout cas encore l'effort de regarder à distance, parce qu'on se pose toujours la question de ce qu'il faut aller jusqu'au bout lorsqu'on voit la nécrose monter, lorsqu'on voit les membres se noircir, lorsqu'on va à l'amputation à distance, à la désarticulation, c'est toujours, on se dit, est-ce qu'on n'aurait pas... Voilà, est-ce que c'est de l'acharnement ou pas? C'est des questions qu'on se pose tous en tant que médecins, et on aimerait bien avoir ces données aussi en pédiatrie pour savoir si on fait bien ou pas au quotidien. Peut-être que ça viendra. Docteur Miatello, je vous remercie de vos réponses très claires à nos questions. Nous vous recommandons donc le replay de la session Purpura Fulminans du docteur Miatello de la SFAR. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles interviews.